Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin. Bretagne, on vous embarque pour 52 minutes de bonne humeur, comme tous les matins, me direz-vous. Allez, ce matin, nous mettons à l'honneur une artiste plasticienne, Eva Jospin. C'est un peu l'art qui cache la forêt, c'est en tout cas comme ça qu'elle se fait remarquer par ses forêts de carton. Elle investit aujourd'hui le domaine de Trévarez de son inspiration, le domaine finistérien de Trévarez, une exposition qui s'inscrit dans le cadre du dispositif culturel des chemins du patrimoine en Finistère, dont nous recevrons également le directeur général Philippe Ifry. Côté nouvelles technologies, Stéphane Gramont nous présentera encore une pépite innovante bretonne en compagnie d'Adrien Savary, le fondateur de Tech4Race, qui permet de suivre des coureurs ou cyclistes à la trace lors de compétitions sportives. Grâce à la chronique enfance de Gwendoline Brahim, nous nous prendrons aussi pour des petits chimistes. Rassurez-vous, aucun danger sur ce plateau. Les expériences qu'elle mènera se feront en toute sécurité avec des produits du quotidien. Nous ferons appel également à votre solidarité. Le samedi 9 juin, à Béton, en Ille-et-Vilaine, se tiendra le Challenge de l'Espoir, une compétition d'escrime dont les bénéfices seront reversés à la lutte contre la mucoviscidose. Nous en parlerons avec son organisateur Morgan Fraboulet. Sans oublier les offres d'emploi 100% bretonnes de notre expert en recrutement Sébastien No. Et puis l'ami Billy, à qui nous avons lancé un nouveau défi, tester le rugby. Vous verrez, ça vaut son pesant d'or. C'est maintenant l'heure de la météo. Alors, une vigilance orange forte crue est en cours dans le Finistère. Et puis Météo France nous indique également la reprise d'une forte activité orageuse en Bretagne pour toute la matinée. Voilà autant de bonnes raisons de rester au chaud avec nous. 9h50 le matin Bretagne est rediffusé sur la page Facebook, et même diffusé en live sur notre page Facebook. N'hésitez pas à poser vos questions et puis on attend également vos réactions. Allez, 9h50 le matin Bretagne, c'est parti, à tout de suite. Bonjour à tous, le soleil est sur ce plateau, la pluie n'a pas droit de citer, voilà, on a décidé ça ce matin. Allez, bonjour Gwendoline, notre sourire hebdomadaire à chaque fois illumine ce plateau. Vous allez nous faire des expériences scientifiques tout à l'heure, mais sans prendre aucun risque. Non, aucun. Bon, on est rassurés. Bonjour Stéphane, bonjour Laurence. Bienvenue. Vous allez, avec Adrien Savary, nous permettre de suivre des coureurs à la trace, c'est ça? En plein air, oui. Tous ceux qui courent en plein air et qui s'égayent dans la nature et qu'on ne retrouve plus. Et quand on est un membre de la famille, c'est inquiétant. On vous expliquera tout ça. Bon, allez, on est rassurés grâce à vous. Bonjour Eva Jospin, bienvenue à vous. Vous êtes artiste plasticienne. Vous exposez 3 œuvres étonnantes au domaine de Trévarez dans le Finistère, qui est un lieu absolument magnifique. On en parlera tout au long de cette émission. Avant de les découvrir, on avait envie d'un petit peu mieux vous connaître. Alors je vous propose de tirer un premier petit papier. Allez-y. Petite surprise. Petite surprise. On va voir ce qui va sortir. Alors, qu'est-ce que vous avez écrit? Carton. Carton. Pourquoi ce matériau? C'est bien ça. C'est ça. Donc c'est carton qui gagne un lot. Voilà. Et ben, le carton, parce que c'est vrai que c'est un matériau que j'ai beaucoup utilisé et que je continue à utiliser beaucoup dans mon travail. Et c'est un peu ce que vous avez dit en présentation, ce qui m'a fait connaître également, même si aujourd'hui je travaille aussi avec d'autres matériaux, parce que j'étends mon travail à l'extérieur et forcément c'est moins dès qu'on pratique. sort du musée ou de la galerie d'exposition, c'est un petit peu plus difficile de travailler en carton. Mais c'est vrai que c'est un matériau que j'ai beaucoup utilisé. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a eu un moment... Il y a un peu moins d'une dizaine d'années, on n'a pas envie de dire 10 ans, c'est déjà trop long. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a un moment où j'ai eu envie de travailler sur des œuvres à une beaucoup plus grande échelle. Et je me posais beaucoup de questions de production à ce moment-là, parce que c'est un des soucis des artistes. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on sort de l'expérience de l'atelier, c'est-à-dire dessin, peinture, sculpture, etc., très vite, il faut quand même des moyens pour produire des œuvres plus importantes. Et le carton était d'une certaine façon une réponse à cela, parce que c'est une matière qui est disponible, présente à profusion. On peut réessayer, refaire, ça va pas, on arrache, on recommence. C'est pas exactement comme de mettre en place une sculpture en bronze. Et c'est vrai que c'est très modulable en fait. C'est extrêmement modulable. Une souplesse qui vous plaisait. Et oui, voilà. Et du coup, au départ, j'ai beaucoup utilisé ce matériau pour cette raison. Et puis après, j'ai découvert des propriétés propres aux matériaux qui sont un peu infinies. Comme toujours, quand on creuse un sillon, on découvre plein de choses. Et donc, c'est un matériau qui, pour l'instant, ne m'a pas quitté.
Très bien. Alors, il y a autre chose qui ne vous a pas quitté, mais ça, on va le découvrir dans votre deuxième petit papier. Allez-y, je vous en prie. Vous pouvez le tirer au sort si vous voulez. Enfin, au sort, il n'en reste plus qu'un en même temps. Alors, le hasard n'a plus cours. Forêt. Ça, c'est quelque chose qui, pareil, dans votre travail est... Oui, c'est très récurrent, c'est vrai, de façon un peu obsessionnelle. Alors, je ne sais pas s'il y aura des images de ce type de forêt, peut-être. Mais oui, parce que c'est plus facile pour les gens d'imaginer. Mais c'est vrai que ce matériau, en fait, je l'ai utilisé pour créer des grands bas-reliefs qui seraient en fait plutôt la technique du haut-relief, parce que moi, je mets couche sur couche, donc je pars du fond, et puis j'arrive jusqu'en ce qu'on va voir devant. Et donc, il y a un espèce d'effet de perspective, de profondeur, d'ombre, etc. Et on est face à ces grands bas-reliefs qui nous incitent un peu à nous perdre. Et le thème de la forêt est très, très fort. Pour moi, c'était des forêts plus imaginaires au départ, parce que je suis parisienne et mon atelier était dans des anciens entrepôts de la SNCF, donc des lieux très industriels. Donc c'était un petit peu une fenêtre dans l'atelier vers un monde plus rêvé de retour au végétal. Voilà. Vous nous avez fait un bon teasing de votre art qu'on découvrira dans quelques instants. Allez, je vous propose pour l'instant de rejoindre notre ami Billy, à qui on a lancé un défi, tester le rugby. Alors vous avez vu sa carrure, vous allez voir ce que ça donne. Bonjour Billy. Bonjour Laurence, bonjour Catherine, bonjour tout le monde sur le plateau. Alors je suis hyper content ce matin d'être là. Nous sommes sur un terrain de rugby à Rennes en compagnie de Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour Billy. Tu vas bien? Avec toi. Très bien et toi? Donc Arnaud fait partie du comité départemental rugby 35. Il est coach technique et donc il va m'apprendre aujourd'hui quelques principes, quelques bases sur le rugby. Pas d'inquiétude Catherine, je suis équipé, t'as vu, tout va bien. Donc là on va commencer par le premier truc, c'est d'apprendre à faire des passes. Ouais c'est ça, on va apprendre juste à faire des petites passes et puis après on verra le rugby. Alors pour ça j'ai juste besoin de mes collègues du REC, allez venez. On arrive. Les gars sont bien chauds, là pour la première étape ça va aller, mais tout à l'heure on va faire du plaquage et j'ai l'impression qu'ils ont bien envie de mettre l'ami Billy au sol, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors dis-moi. Je vais te montrer, juste courir jusqu'au plot pour activer, faire la passe, là-bas son partenaire. Ok. Hop là. Alors là, pas mal quand même, l'attrapage. Ouais. Ah non, c'est pas là. Chaque fois, je me trompe. Je vais de côté. Hop là, donc là, on est bon. Alors ça, il va sur la passe. Là, on est bien. Hop, tac, tac. On essaye juste au plot de pas s'arrêter. Tu vois, je m'arrête jamais au plot. Je suis toujours en action. Hop là. Alors. Hésite pas vraiment à mettre tes mains devant. Explique-moi, parce que là, j'arrive pas. Je vois que vous vrillez nickel comme ça, et moi j'y arrive pas, alors pourquoi? Alors je vais te montrer. En fait, toi tu prends ton ballon comme ça. Okay. Le but c'est que la main ici, elle vrille ce ballon-là. D'accord. Tu vois? Essaye. Ok. Ta main dessous. Je suis droitier. Ouais, celle-là. Donc celle-là, elle va vriller. Non, la main droite va vriller. Voilà. Comme ça. Parfait. Et du coup, au moment où tu vas déclencher la passe, tu mets juste 2 doigts là, et cette main-là, elle fait juste ça. Ok, ça marche. Hop. Allez, vas-y, on continue. Bam, appuie. Un peu d'action, les gars, parce que là, on s'endort quand même. Hop là. Voilà. Bon, les filles. On se retrouve tout à l'heure. Là, pour l'instant, ça allait encore à peu près. Tout à l'heure, ça va être plaquage. Je vais les mettre minables, les petits. Allez, à tout à l'heure, les filles. Faites pas le malin, Billy. On se donne rendez-vous tout à l'heure. On va voir justement pour le plaquage. Il faut qu'ils tiennent la semaine quand même. C'est ça, il faut qu'ils tiennent la semaine. Alors justement, cette semaine, Stéphane, vous nous avez encore déniché une pépite numérique. Tout à fait, Tech Forest, une start-up dont on parle de plus en plus. Surtout quand on fait des triathlons, des biathlons ou des courses. Ce qui nous arrive tous les jours à tous. Ce qui nous arrive régulièrement, surtout à vous, Laurent. Oui, mais je ne sais pas sur le plateau s'il y a des gens qui aiment, qui ont de la famille, par exemple, qui font ce genre de sport. Mais c'est une horreur quand on est spectateur. Parce qu'on arrive la veille en camping-car, on s'installe, c'est le jour du départ, on est avec son parapluie, éventuellement sa radio, et puis on les voit passer et après on ne sait plus où ils sont. Et puis c'est fini pour la journée. Les suivre. Voilà, on aimerait bien pouvoir les suivre et c'est possible avec Tech Forest grâce à ce petit capteur Adrien Savary qui a fondé cette. Alors il va servir à quoi justement ce petit capteur puisque la promesse c'est de pouvoir suivre tous ces concurrents à la trace. Bonjour à tous, il va servir à faire 2 choses. La première chose c'est qu'il va permettre de géolocaliser les participants qui en seront équipés. Il y a à l'intérieur, basiquement, un GPS. Et avec ce GPS, on peut récupérer une information géolocalisée de manière très précise. Et la deuxième fonction de cet équipement, c'est de nous renvoyer l'information de cette géolocalisation. C'est un objet communicant. Et donc, on récupère cette information. Ça transite via un réseau de communication. Et on récupère ces informations, on les met sur nos serveurs. Tout ça, ça se fait en quelques millisecondes. Et on renvoie cette information sur une carte. Sur cette carte, on retrouve le tracé du parcours et on retrouve le point du participant équipé. Comme ça, on sait exactement où est-ce qu'il est.
Alors on connaît ces petites balises pour, vous savez, quand on perd sa valise, etc. Là, ça donne en plus, enfin il n'y a pas que la position, j'imagine, il y a aussi peut-être la vitesse, la direction, ce genre de choses. Il y a ce genre d'informations. Après, basiquement, un organisateur, l'information principale dont il a besoin, c'est la géolocalisation. Et ce qui leur manque aujourd'hui, c'est de pouvoir équiper tous les participants de leur course. C'est l'enjeu, en tout cas c'est le challenge nous qu'on s'est donné. C'est-à-dire qu'il existe pas mal de choses aujourd'hui qui permettent à tout à chacun de se géolocaliser. Le smartphone que tout le monde a dans sa poche permet de géolocaliser. Mais ça reste un appareil individuel. Par contre, quand l'organisateur, quand il a 500 ou 800 participants sur sa course, il veut géolocaliser tout le monde, compliqué de compter sur le téléphone de chacun. Qui plus est, quand il faut aller dans l'eau pour un triathlon avec son téléphone, c'est parfois un peu difficile. D'où l'intérêt de cette solution que nous, on amène aux organisateurs de l'événement et non pas aux participants. On s'adresse à l'organisateur pour qu'il puisse avoir une solution qui lui permette d'avoir une vue d'ensemble de son événement. Parce qu'évidemment, tous ces événements ne passent pas à la télé, hein, comme le Tour de France. Et puis, il y en a de plus en plus, non, voilà, ce genre de courses, du running, des biathlons. On voit de plus en plus sur le bord de route des affiches, etc. Alors, c'est à la portée de qui, en gros? Parce que de quel type d'organisation? Est-ce que le comité des fêtes du petit village qui fait sa course va pouvoir se l'offrir? Enfin, quel est le ticket d'entrée, si je puis dire? C'est une bonne question. Et pour nous, c'est un des enjeux, c'est qu'effectivement, il existe des choses très performantes pour des très grandes courses. Le Tour de France, par exemple, il y a des choses qui existent. Sauf que les solutions techniques et les coûts qui y sont associés ne sont pas abordables et ne permettent pas à n'importe quelle organisation d'y avoir accès. Nous, c'est notre challenge, c'est d'amener un service performant et professionnel, mais simple, facile à mettre en œuvre et compétitif. Et donc, le mettre à disposition de n'importe quelle organisation, une association sportive, un club, quelle que soit la taille de ces acteurs-là, on peut leur proposer notre solution à un tarif qui est évidemment qui n'a rien à voir avec ce qui se fait dans le monde ultra professionnel. À titre d'exemple, alors on vous a vu au Marathon de Paris, on vous a vu sur votre site, si on va sur votre site internet, on voit des démonstrateurs de courses hippiques dans les Émirats, mais est-ce que par exemple vous avez fait des épreuves sportives comme ça dans la région dont on n'a même pas parlé à FR3, c'est vous dire? France 3 Non, voilà, qui ne sont pas médiatisés, qui sont... Là aussi, effectivement, c'est un sujet intéressant, c'est que un grand nombre d'événements à qui on s'adresse n'ont pas des moyens de télévision, ils ne sont pas diffusés. Et nous, on leur offre la possibilité d'être visibles. On a l'habitude de dire qu'on donne à voir ce qui n'est pas visible. Et donc, ça permet à un grand nombre d'événements, finalement, d'avoir une forme de visibilité sur Internet, de pouvoir retranscrire ça après et diffuser ça sur les réseaux sociaux. Par exemple, pour répondre à votre question concrètement, l'Arenaise, un trail organisé il y a 2 mois au Gailleul, avec un challenge sur 2 jours, une première en nocturne le samedi et la deuxième manche, si je puis dire, le dimanche. Voilà, on a équipé cette course-là. Hier, on équipait des courses, c'était pas ici en Bretagne, c'était le triathlon du Mont Ventoux, mais la semaine prochaine, il y a le triathlon de Saint-Malo. Et on va équiper une partie des coureurs en partenariat avec l'équipe qui organise très bien cet événement. Ça veut dire que ça va très belle nouvelle. Ça veut dire qu'effectivement, c'est une des... Répondez franchement. Allez-y, non mais allez-y, on peut le mettre. Non, bon, on vous fait confiance. Voilà. Oui. Ah bah voilà, on le met dans l'eau, il n'y a aucun problème, il est étanche et immersible et c'est le seul du marché au monde à être étanche et immersible. Bon. On a une exclusivité mondiale sur le plateau. Merci Adrien. Merci beaucoup. Eva, ça vous tente? Vous courez, vous faites des courses, des choses? Alors non, je ne cours pas. J'ai un peu essayé, mais non, c'est vraiment pas trop mon truc. Mais bon, maintenant, si je peux avoir de tels équipements, peut-être que je vais y penser. Ah, ça pourrait vous motiver à courir. Vous voyez, comme quoi. Allez, on va aller justement au domaine de Trévarez, maintenant dans le Finistère, où l'on va vous retrouver lors de l'installation de vos œuvres. C'est un reportage de Claire Louet et Stéphane Sauvillier qui nous replonge également dans l'histoire mouvementée du château de Trévarez. L'aile ouest du château de Trévarez, bombardé par l'aviation britannique en 1944 pour chasser l'occupant allemand, est resté longtemps à l'abandon, envahi par les ronces et la végétation. Cette histoire est le point de départ du travail de la plasticienne parisienne Eva Jospin, qui propose plusieurs installations, dont cet entrelac de lianes en chanvre et feuilles dorées dans la tourelle du château. C'est une partie où il y a eu... la bombe qui est rentrée, donc on voit toute la structure, on voit l'os en fait, et le côté machine de ce château, et donc ça m'amusait de venir avec une intervention très légère, plutôt délicate,
comme si en fait la nature était restée à l'intérieur et avait continué son œuvre, même si depuis tout a été rebouché et tout est à nouveau praticable, même si c'est encore en état. Voilà, donc c'était ça l'idée. Eva Jospin affectionne la forêt, mais aussi le carton, 2 éléments qu'elle a exploités dans cette œuvre à 360 degrés, intitulée Panorama, et créée en 2016 pour la cour carrée du Louvre. Il lui a fallu 4 mois pour réaliser cette installation de 5 mètres de haut, collée sur des panneaux en bois. Un long travail de découpe, de ponçage et d'assemblage de carton. Empiler, ça crée la stratification de la roche. Superposer, ça crée la perspective de la forêt. Poncer, on est dans le minéral. On peut aussi être dans la feuille. Enfin, c'est vrai que il y a des possibilités très larges en fait d'explorer ce matériau, et je trouvais que c'était intéressant. On est entouré, on est enveloppé, donc évidemment il peut y avoir des gens qui sont immédiatement mal à l'aise dans un espace comme ça, mais je pense que pour la plupart, on peut laisser aller sa curiosité et promener son œil et se promener soi aussi à l'intérieur. Une 3e œuvre imaginée spécifiquement pour Trévarez investira bientôt le parc. L'exposition est à découvrir jusqu'au mois d'octobre. Magnifique travail d'Eva Jospin qui est avec nous sur le plateau ce matin. L'exposition au domaine de Trévarez, Eva, a démarré le 12 mai dernier, mais vous étiez en résidence là-bas. Comment ça s'est passé la résidence ? Alors, bon, moi, Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette résidence ? Oui, en fait, j'étais en résidence parce que je voulais faire une œuvre pérenne. C'est-à-dire que quand je suis venue visiter Trévarez, invitée par Philippe Pieffry et Marianne Dilasseur, j'ai découvert l'endroit que je ne connaissais pas du tout, que j'ai trouvé assez impressionnant. On a vu les images très, très jolies de ce squelette un peu, c'est étonnant. Et j'ai découvert, en visitant le parc, une petite niche, une alcôve, en fait, en bas d'un escalier, qui se trouve entre une très grande fontaine, un peu avec une espèce d'inspiration, on va dire, italienne, et une cascade qui a été recréée dans une carrière, en fait, qui a été utilisée pour les fondations du château. Donc c'est un endroit assez incroyable. Et moi, j'ai eu envie de m'intégrer dans cette niche et de créer une fontaine à cet endroit qui existait, mais qui n'était pas du tout utilisée. Donc, en fait, la résidence, elle a été surtout pour pouvoir créer cette œuvre-là. Cette œuvre-là, œuvre pérenne. Hein. C'est ce qu'on appelle les... Alors, c'est nymphées, hein, le nom de l'œuvre. C'est ce qu'on appelle les fabriques de jardin. C'est dans cet esprit-là ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Expliquez-nous un petit peu. En fait, ce qu'on appelle fabrique de jardin ou également folie, ce sont toutes les constructions qu'il y a dans les jardins qui n'ont aucune utilité. C'est-à-dire que là, on voit. C'est ça, on voit. C'est très. Voilà. C'est des photos, dommage parce que j'aime bien quand l'eau ruisselle. Ah oui. Mais voilà, donc en fait, c'est ces constructions de jardin qui n'ont aucune utilité, mais qui sont là pour ponctuer un peu la promenade. Donc ça peut être. Il y a toutes sortes de folies, donc il y a des folies naturelles, donc il va y avoir la grotte, le nymphée, etc. Et il y a des folies dites classiques, alors ça va être la pyramide, ça peut être le petit pont de bois, ça peut être ou les folies champêtres. Donc, par exemple, le hameau de la Reine à Versailles, c'est considéré comme une folie. C'est une façon d'avoir un joli point de vue sur un endroit végétal. Exactement, ça peut être... en fait, ça peut être plein de choses. De toutes ces folies dans les jardins, elles sont revenues surtout dans les jardins baroques de la Renaissance, enfin, de la fin de la Renaissance. Et elles ont pris plein de formes différentes. Et on a le jardin philosophique au XVIIIe, et puis après, on a... tous les jardins de rocaille au 19e. Donc, on a des exemples comme, je ne sais pas, les buttes Chaumont, Bagatelle, etc. Le parc Monceau, c'était un très beau jardin privé, mais il y a une partie qui est restée. Il y a une pyramide au parc Monceau, d'ailleurs. Donc, il y a tout plein d'exemples. Et moi, je trouve ces constructions assez étonnantes parce que elles ont pour principe une forme d'inutilité, en fait. Elles sont plus que décoratives parce que on vit quand même une expérience dans la traversée du jardin, dans la promenade, mais quand même, elles n'ont pas de but. Donc le poule à housse n'est pas une folie de jardin. Hein. C'est clairement pas dans la catégorie, il faut le savoir, je le regrette, mais c'est comme ça. Vous pensez que l'initiateur des lieux, James de Kerjégu, aurait approuvé votre travail il y a plus d'un siècle ? Parce que lui, c'était sa passion, ce domaine, ce jardin, cette beauté-là. C'est toujours difficile de dire ça, mais
J'en sais rien, mais je pense que ça va dans l'esprit de ce qu'il a fait. Parce que je trouve que ce château est en lui-même un petit peu une fabrique de jardin, mais alors pour le coup habitable, parce que c'est ce que je disais dans le mini-reportage, c'est un peu comme une machine. C'est-à-dire que, en gros, c'est un château qui a un côté un peu gothique, mais en réalité qui a été fait à la fin du 19e avec les moyens les plus modernes de construction pour l'époque. Donc, une construction entièrement en poutre de métal, avec les salles de bain dernier cri, le chauffage le plus incroyable, etc. Donc, il y a quelque chose d'assez amusant dans ce pastiche. Et c'est une vraie œuvre de l'esprit. C'est-à-dire qu'on sent que quelqu'un a rêvé, s'est imaginé quelque chose. Il y a un point de vue assez incroyable parce qu'on est devant une vallée où, en fait, on a l'impression que c'est une mer, mais en fait, c'est une mer de paysage. Donc, c'est vraiment très, très beau comme endroit. Et donc, oui, je pense que ça aurait pu fonctionner avec son esprit, puisqu'une partie de mon travail, pas seulement, mais est quand même un peu de rejouer sur des liens avec une forme artistique ou esthétique qui a pu exister dans le passé, chose que j'ai fait notamment au Louvre en recréant un panorama d'aujourd'hui. Et les panoramas étaient donc ces constructions où on montrait des œuvres à 360 degrés à une époque où on ne voyageait pas forcément beaucoup. Donc les gens voyaient... je sais pas, le golfe de Naples, mais aussi des batailles, enfin voilà. Alors ça a été une forêt, voilà, à 360 degrés. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, faire voyager les gens, maintenant il y a d'autres moyens de transport, donc maintenant on voyage dans l'imaginaire. Ah bah ça oui. Il y a une volonté d'enveloppement dans cette forêt. C'est quoi? On est à la fois protégé, à la fois enfermé. C'est quoi? C'est la dualité que vous avez aimée également? Alors, il y a différentes façons je les ai présentées de façon assez différente chaque fois. Donc là, par exemple, bientôt, dans Paris, il va y avoir une autre œuvre pérenne qui sera une forêt qui fait 24 mètres de long par 5 mètres 30 de haut. Et en fait, on passe dans un couloir et il y aura d'un côté des parois de polyméroir et de l'autre côté la forêt. Donc, on va être plutôt dans l'idée d'une traversée. Donc, en fait, à chaque fois, il y a quand même une remise en jeu de l'espace et une réflexion sur l'espace. Dans celle qui est présentée cette fois-ci à Trévarez, l'idée, c'était, et ce que vous avez dit, c'est ça, c'est-à-dire de se retrouver dans un espace qui crée un ailleurs. C'est-à-dire, on fait un pas et on se retrouve projeté dans un autre endroit, dans un autre lieu, et dans lequel on peut, qu'on peut arpenter, et en même temps, on est un peu isolé du monde à ce moment-là. Alors, nature et architecture s'entremêlent. Est-ce que ça crée quelque chose, justement, de plus, d'être dans ce mélange qui est pour vous essentiel, en fait? Oui, il l'est de plus en plus, d'ailleurs. Enfin, juste avant de faire les Beaux-Arts, j'avais fait une petite année d'architecture avant de réaliser qu'il fallait que je m'oriente plutôt vers autre chose. Mais quelque chose en est resté. Et c'est vrai que j'ai un vrai plaisir à investir les lieux, à réfléchir sur l'espace et même à créer des vrais espaces, des vraies constructions, puisque j'ai aussi réalisé cette année une grotte au domaine de Chaumont-sur-Loire. Et pareil, c'est les techniques de la rocaille, mais ensuite, une fois qu'on est à l'intérieur, il y a un puits de lumière, il y a une architecture, il y a une certaine diversité des matériaux aussi. Donc là, pareil, on découvre un monde un peu différent, un peu merveilleux. Et c'est vrai que c'est des choses que j'apprécie de plus en plus. Un monde merveilleux, donc à découvrir au domaine de Trévarez. Vous restez avec nous, Eva Jospin. On est à la moitié de cette émission et on va tout de suite mener une expérience scientifique avec Gwendoline Brahim. On va aller œuvrer. Allez, on est parti, on y va. Alors, vous êtes un peu notre petit chimiste ce matin, Gwendoline. Petit. Expliquez-nous un petit peu comment ça va se passer. Que va-t-on faire? Dites-nous. Alors, les enfants sont toujours plein de questions. Ça, oui. Alors, surtout quand il pleut comme ça, là. C'est ça. Alors, il faut les occuper comme on peut. Bon. Alors, des fois, le coloriage, les gommettes, tout ça, on en a un petit peu marre. Donc, du coup, aujourd'hui, on va faire une expérience avec ce qu'on a dans la cuisine. Alors, donc, très simple. On a, pour commencer, le fameux volcan. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Alors, moi, jamais, mais j'ai hâte de voir ça, justement. Alors, c'est tout simple. Comment faire? Alors, là, on a un bocal avec du vinaigre blanc. On a ça généralement à la maison, surtout pour le ménage. Dedans, pour créer un peu l'illusion de la lave, on met du colorant alimentaire ou de la grenadine. Ça fonctionne très bien aussi. Je vais vous laisser faire le Alors, bah oui, c'est sûr. Et on va rajouter doucement, pas trop vite, du bicarbonate alimentaire. Alors, c'est parti. Attention. Une cuillerée? Encore. Oh, waouh! Ah oui. Pour que ça crée un gaz qui va essayer de s'échapper. Encore. Ça fait 3, là? Oula. Ah oui.
J'arrête là peut-être. Ouais, peut-être. Je pense que j'arrête là. C'est bon. Alors ça c'est génial. Alors ça c'est pour voilà, le volcan. Voilà, alors ce qui est chouette, c'est de créer autour tout un décor en pâte à sel pour faire un volcan. On peut leur faire mettre des dinosaures. Et au dernier moment, on leur demande de rajouter comme ça le bicarbonate. Et il y a une vraie, éruption volcanique. Donc ça plaît beaucoup. Ça plaît beaucoup. C'est pas dangereux et on a tout à la maison. Impeccable. Bon, ça c'est une chose. Alors, comme vous n'êtes pas à court d'imagination, vous avez évidemment une deuxième idée pour occuper les petits loups. Laquelle? On va faire, est-ce que vous savez ce que c'est le fluide non newtonien? Alors là, non. Non, pas du tout. Non newtonien. Alors là, on a de la maïzena, très simple, et de l'eau. De l'eau. Voilà, et après? Je vais vous laisser verser l'eau dedans un tout petit peu. La petite tambouille. Alors encore un petit peu, encore un petit peu d'eau. Allez, on fait pas des crêpes là, non? Non, on fait pas des crêpes. Là? Encore. Ah mais vous me dites un petit peu, moi je mets un petit peu. Encore un petit peu, stop. Là c'est bon. Alors voyez, il faut qu'on montre aux téléspectateurs. Voilà, on va essayer. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Si on va tout doucement, c'est quelque chose de liquide. Vous voyez? Ouais. C'est liquide. Voilà. Ah ouais. Alors là c'est liquide. Par contre, si hop, passez votre doigt très rapidement. Non, votre doigt. C'est liquide ou solide? Voilà, ça devient un peu... Voilà, ça devient solide. En fait, le liquide non newtonien, c'est une matière qui change en fonction de la force qu'on met dessus. Donc, en fait, ça va être liquide. Si on est tout... Ah bah ça y est, oui, voilà. ça durcit. Ça durcit. D'accord. Si on le laisse couler, c'est liquide. Par contre, si on tape dessus, je ne sais pas si on peut voir. Voilà, bah là, on voit bien avec si on tape fort dessus, il est complètement solide à l'intérieur. Eh ouais, effectivement, c'est rigolo. Allez, une petite dernière. Allez, une petite pour la route. dernière. Et puis on va va faire travailler un peu les invités. Ouais, allez, quelques ballons à gonfler. Allez, un petit ballon à gonfler. Chacun le sien. Allez, hop. Moi, je veux faire le liquide new. Ah, non newtonien. Ah bah, on peut lui donner à regarder. Ouais, pas de problème. Alors, on gonfle notre ballon. Alors, allez-y, gonflez votre ballon. Bravo, Laurence. Moi, je passe mon tour. Bel effort. C'est beau, hein? Ouais, non, mais... On va se mettre à la course. Ouais, je pense que je vais prendre le petit tracker de... Alors là, c'est pareil, on fait gonfler les ballons aux enfants et ensuite, on leur demande de faire rentrer une aiguille à l'intérieur sans exploser le ballon. Oh là là. Elle aime le risque. Tiens, vas-y. Ouh là là, je vous le lance. Merci, je récupère les ballons. Ouais, merci, Eva. Allez, Adrien, non? Je suis pas un artiste. Hein. Bon, je donne déjà les ballons. Ah, Gwendoline. Ouais, c'est bon, ça ira. Ça suffit. Alors, en général, c'est rien. Vous pouvez le lâcher d'un coup, ça fait une autre expérience. Et une petite aiguille. Ouais. Allez-y, lance. Faites rentrer l'aiguille dans le ballon. Mais je vais la faire exploser. Je sais pas. Bah si, c'est évident. Attends. Oui, c'est pas un avantage. Mais c'est évident. Non, mais Franco. Voilà. Bravo. Donc là, clairement, il explose. Oui, alors jusque-là, ça va. Ok. Maintenant, moi, je vais faire rentrer l'aiguille dans le ballon. Là, je croise ses doigts pour que ça fonctionne. Non. Et voilà. Elle est trop forte. Regardez ça. Mais quel est le secret? Alors, il suffit de mettre un tout petit bout de scotch. Ça fait un petit joint, donc l'air ne passe pas. Et ce qui est très rigolo, c'est de laisser les enfants éclater leur ballon et vous passez pour mieux qu'Harry Potter en faisant rentrer votre aiguille dans le ballon. L'air de rien. Donc ça, c'est tout bête. Mais alors, ça doit faire son petit effet. Non, ça fait vraiment son effet. Ah ouais, même en repas de famille, il ne faut pas hésiter. Ça, si les enfants sont un peu déchaînés, le coup du ballon et de l'aiguille, c'est génial. C'est la classe. La magicienne Gwendoline Brahim a œuvré. Merci beaucoup, Gwendoline. Allez, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants avec Sébastien No pour les offres d'emploi. Et puis nous recevons Philippe Ifry, directeur général du dispositif Chemin du patrimoine en Finistère, ainsi que Morgan Fraboulet, qui nous parlera d'une compétition d'escrime solidaire, le challenge de l'espoir. Et puis côté titre ce midi, dans le journal présenté par Éric Pinault, il sera question bien évidemment des violents orages qui ont éclaté sur Morlaix et qui ont provoqué d'importantes inondations. On parlera également du Congrès national de la CFDT qui s'ouvre aujourd'hui à Rennes. Et enfin, notre rubrique Ondes positives sera consacrée au jardin partagé. Voilà, moi, qu'est-ce que vous diriez de retrouver Billy? On peut peut-être lui mettre le petit tracker là pour voir. On devrait le suivre comme ça, au moins, on verra où il en est. On le retrouve après. Là, ce serait pas mal. Allez, Billy, vous en êtes où? C'est le plaquage ou pas le plaquage? Bon, les filles, tout de suite, on a fait les passes. Alors maintenant, on va être là, on va apprendre un petit jeu, ça s'appelle le plaquage. Donc on va se mettre en situation avec deux équipes. Arnaud, t'as ton équipe. Alors, comment ils s'appellent, tes gars? Alors, j'ai Noé et Yannick. Ok. Moi, je suis avec la meilleure team. J'ai Valentin et Norman. Donc là, on va y aller.
On va mettre l'équipement parce que le plaquage, les garçons, ils attendent que ça depuis tout à l'heure. Et puis bah on y va. Allez, go les gars. Allez, c'est parti. T'es prêt? Ouais. Hop là. Oh. Oh merde. Voilà. Allez, là. Ouais, stop. Ah, stop. Il y a un truc, Billy. Bah, en fait, t'as pas le droit d'être devant le ballon. Ah bon? Pour pouvoir avoir le ballon, il faut que tu joues toujours derrière. Parce qu'on n'a pas le droit de faire de passe en avant. Du coup, il faut qu'à chaque fois que tu sois vers ton camp. En fait. Là, ouais, c'est ça, comme au début. D'accord. Ok. Allez, engage sur nous. Tu vas défendre. Tape sur nous. Comme ça. Allez, serre Billy pour plaquer. Oh non de Dieu. Oh. Allez. Il est où le ballon? Alors. Allez les gars. Allez. Ouais, stop, Billy. Il y a un truc. Est-ce qu'on peut faire des passes vers l'avant au rugby? Bah, je sais pas. Eh ben non, c'est interdit. Ah merde. Donc là, il faut absolument que tu sois derrière le porteur de balle. Pour récupérer le ballon. Exactement, comme ça, ils pourront te faire des passes. Okay, on fait une séquence. Allez, go. On est reparti. Prêt? Alors, Yaya, tu le laisses tout seul du coup. Ok, il faut que je sois derrière pour choper le ballon. Là, Norman. Hop là. Alors les gars. Alors. Là. Oh non. Oh. C'est bon les filles. J'ai marqué mon essai. Donc là, on se retrouve tout à l'heure. Je sais pas trop ce qu'on va faire, mais on se retrouve tout à l'heure les filles. Allez les gars, on y remet. On y va. On va plus pouvoir le sortir du terrain, là c'est sûr, c'est foutu. Il est mordu, voilà, tout est dit. On va rester dans le domaine sportif avec vous, Morgan Fraboulet, hein, vous nous avez rejoint. Vous êtes maître d'armes et organisateur du Challenge de l'Espoir qui va se tenir ce samedi à Béthon, en Ille-et-Vilaine, au complexe sportif de la Touche. Qu'est-ce que c'est le Challenge de l'Espoir? Écoutez, c'est une manifestation sportive, escrime, contre la mucoviscidose. Alors comment c'est né cette idée? Écoutez, il y a 8 ans, 8e édition, c'est mon petit garçon qui a 8 ans en fait, qui a atteint de la mucoviscidose. Et comme j'ai un métier de maître d'armes, d'escrimeur, je me suis dit tout de suite, ça m'est venu à l'esprit, je peux faire quelque chose, je peux faire de l'escrime à tout le monde et essayer de récolter des fonds en fait, pour lutter contre la maladie de mon enfant et contre tous les patients. Il y a 7000 patients en France quand même. Et voilà, et donc est né le premier challenge, deuxième, et aujourd'hui sur le thème des pirates, comme vous le voyez, une belle manifestation qui a regroupé 250 participants l'année dernière, 7000 €. 35 000 € depuis la création du challenge. C'est beau ça. Et c'est beau, on est super heureux et puis on attend encore beaucoup de monde, je pense, samedi prochain. Sans hésiter, évidemment, bien sûr. Comment ça se passe très concrètement, justement, cette journée? C'est une journée qui est très très grande, qui commence le matin à 9 h avec les armes de pointe. Je ne sais pas si vous connaissez l'épée et le fleuret. Le matin, place à l'épée et le fleuret, mais aussi au sabre laser, qui est une nouvelle discipline. Et oui, c'est autre chose. C'est vrai. Et donc là, on lance aussi une compétition de sabre laser. Ah ouais, le samedi matin, ça existe. Voilà, s'il y a des gens qui adorent ça, ils vont se régaler. L'après-midi, c'est le sabre, comme Jean-François Lamour, qui était ministre des Sports et était sabreur. Et donc l'après-midi, il y a plein d'animations aussi. Et le soir, c'est place aux adultes. Et vous pouvez voir toutes les armes de l'escrime durant toute la journée. Et comme c'est solidarité, c'est par équipe, c'est une rencontre amicale. Il n'y a pas d'enjeu, tout le monde gagne des cadeaux, tout le monde est heureux. Ouais. Et puis voilà, le but, c'est de passer un bon moment dans le sport, l'enthousiasme, sans enjeu particulier, juste participer, donner son souffle à ces gens, à ces patients qui ont besoin vraiment d'être soutenus. Exactement. Alors, et en plus, vous avez une marraine, une championne bretonne cette année. Oui. Alors c'est super parce qu'on est soutenu aussi par l'association Solutions Riposte. J'entraîne des femmes qui ont le cancer du sein depuis 2-3 ans. Cécilia Berder, qui est quimpéroise et qui est en équipe de France de sabre d'âme, est la marraine de l'association Solutions Riposte. Elle sera présente à 16h30 pour faire des démonstrations avec les riposteuses, car les femmes qui ont le cancer du sein et qui font partie de ces associations, c'est des riposteuses. On apprend à parer et à riposter dans leur cadre de leur maladie. Elle sera là, Cécilia, pour faire une démonstration avec ces femmes, mais aussi pour échanger quelques touches d'escrime avec des enfants et faire un show avec aussi des tireurs du club. Ben voilà, mais écoutez, un beau programme solidaire. Il est très utile de le rappeler. Et puis on retrouve donc tout le détail de la manifestation sur le site internet challengedelespoir.org. Merci beaucoup, Morgan, d'être venu nous parler de cette jolie manifestation et de cette belle initiative. Merci. Merci beaucoup. Philippe Iffry nous a également rejoint. Vous êtes directeur général du dispositif Chemin du patrimoine en Finistère. Expliquez-nous un petit peu ce qu'est cette structure. Parce Chemin du patrimoine en Finistère, c'est un établissement public de coopération culturelle qui a été créé à l'initiative du département du Finistère et qui gère, programme 5 domaines patrimoniaux importants du Finistère, dont le domaine de Trévarez, dont on a parlé, mais on les voit
Il y en a d'autres. Il y a l'abbaye d'Aoulas, qui est connue pour ses expositions autour des cultures lointaines dans le temps, lointaines dans la géographie. Le château de Kerjan, qui est une propriété de l'État, au nord, dans le Léon. Le manoir de Kernaud, dans le sud du Finistère. Et puis, un 5e site, l'abbaye du Relecq, qui est nichée au pied des monts d'Arrée, pas très loin de Morlaix. Pourquoi le choix de ces 5 sites en Bretagne? Comment ça s'est fait, le choix? Ça devait pas Parce que c'était des propriétés, pour 4 d'entre elles, des propriétés du département, qui étaient initialement gérées par des associations. Et dans la volonté du département, il y a une dizaine d'années, de structurer les politiques départementales, notamment la politique culturelle. L'idée a été de les regrouper autour d'un établissement public autonome qui a, autour d'un projet culturel que je défends depuis maintenant près de 10 ans, a une offre culturelle à la fois de valorisation du patrimoine, mais aussi d'exposition. Alors justement, la programmation d'Eva Jospin au domaine de Trévarez, ça s'inscrit dans ce cadre-là, du cycle Regard d'artiste. C'est un des axes fondateurs de votre projet. Qu'apporte l'art au patrimoine et vice-versa? J'ai envie de vous poser la question à tous les deux, parce que vous avez forcément des regards concordants, mais peut-être pas tout à fait identiques. Donc on va voir un petit peu. Qu'apporte l'art au patrimoine? L'idée, c'est d'abord ce lien entre patrimoine et création qui choque parfois. Il est pourtant évident. Quand quelqu'un, il y a un siècle comme James de Kerjégu à Trévarez, ou il y a 5 siècles comme les Barbiers à Kerjan, quand on est riche, qu'on a envie de créer, eh bien, construire quelque chose, on construit avec les artistes ou les architectes de son temps. Donc, le patrimoine a toujours été une œuvre de création. Et si ça reste aujourd'hui des monuments emblématiques, c'est parce qu'il y a eu une part d'innovation. Donc, ce lien-là, il est naturel. Donc, voilà, beaucoup de gens sont toujours un peu surpris, trouvent que c'est un mélange des genres, mais pas du tout. C'est en fait, comment dire, une continuité. Une continuité, c'est ça. Vous pensez la même chose, Eva Jospin? Ah oui, absolument. Je pense qu'on le voit d'ailleurs dans beaucoup d'œuvres de réalisation du patrimoine, notamment les châteaux et les églises, parce qu'on voit bien qu'il y a l'aile Moyen-Âge, les fondations, etc. Et souvent, c'est des époques qui font une espèce de millefeuille. Et d'ailleurs, beaucoup de ces lieux, quand ils appartenaient à la même famille pendant très longtemps, les familles rénovaient la décoration, faisaient appel à des artistes contemporains. Et comme le disait Philippe, en fait, le patrimoine, avant d'être dans le patrimoine, il est une œuvre contemporaine. Donc le lien est très simple et très évident. Ça revivifie le présent, quelque part? Et pour retrouver ce regard, la présence de l'artiste, bien, il le renforce évidemment, puisque quand Eva, mais comme d'autres artistes auparavant, sont venus à Trévarez, ils ont vu, ils nous aident à voir des choses que nous, on ne voit pas ou qu'on a arrêté de regarder. Et c'est cette force-là qui fait du programme Regard d'artiste un élément d'attraction très fort et qui marche bien avec notre public. Puisque, si on prend le cas du domaine de Trévarez, Trévarez n'est pas labellisé comme un centre d'art contemporain, mais il y a cette rencontre finalement parfois fortuite des visiteurs avec l'art contemporain et qui est du coup beaucoup plus saisissante et qui, à mon sens, fonctionne mieux que si on annonçait clairement Centre d'art contemporain. Vous parliez du domaine de Trévarez, on va voir quelques images justement d'interventions d'artistes précédentes. En 2011, c'était Patrick Dougherty. En 2012, il y avait Éric Samac. Enfin, il y a tout un tas d'artistes comme ça qui ont valorisé de manière magnifique tout le lieu, le domaine. Oui, et il y a une certaine continuité, puisque là, on voyait tout à l'heure, on faisait allusion à Éric Samac. Et Éric Samac a travaillé qui est un artiste qui travaille sur le son. Il a travaillé sur le non-son des chauves-souris. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça. Mais puisqu'il a constaté, comme finalement Eva l'a fait, que les chauves-souris étaient devenues les vraies châtelaines du château, puisqu'il y a une colonie de grands rhinolophes, qui est une espèce protégée, et tout est organisé dans le château pour qu'elle ne soit pas dérangée. Et cette revanche, en quelque sorte, de la nature sur cette construction humaine, c'est un peu fait écho au travail que Eva a fait dans la tourelle de l'aile ouest, où finalement il y a la nature qui reprend ses droits. Quand le château a été, après son bombardement, a été abandonné, on voit des photos du château qui est couvert de vignes vierges, par exemple.
et qu'il est totalement à la merci de la nature qui est beaucoup plus forte que nous. Hein. Ça, il n'y a aucun doute, ça c'est certain. Quels sont les projets, Philippe Iffry, pour les chemins du patrimoine en Finistère? Est-ce que vous avez envie de faire évoluer un petit peu cette démarche? De quelle façon? Alors, si on prend le regard de l'art contemporain, on a, depuis quelques années, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a rencontré Eva, on a au château de Kerjan, qui fait des expositions sur certains aspects, des thématiques autour de la Renaissance, puisque le château de Kerjan est un château du XVIe siècle. Eh bien, on a depuis 5 ans maintenant des contrepoints portés par l'art contemporain. Et c'est un de ces contrepoints qui était une œuvre, une petite forêt d'Eva, qui m'a donné envie, surtout d'aller voir Panorama et de comprendre que, c'était qu'une petite partie en fait des motivations, mais de comprendre que Eva aurait toute sa place dans le domaine de Trévarez, où il y a un rapport étrange entre la nature et l'artifice. Quand on se promène dans le parc, on a toujours le sentiment finalement d'une nature, mais elle est très, très mise en scène, très organisée. Et cette distance qui est finalement que les visiteurs ne ressentent peut-être pas très clairement dans la visite du parc, eh bien, on en a une vision emblématique au travers, par exemple, des forêts d'Eva. Donc, art contemporain pour Trévarez, pour le château de Kerjan. Et puis, nous avons cette année, nous ouvrons là dans une dizaine de jours à l'abbaye de Daoulas une exposition avec le musée du Quai Branly qui s'appelle Cheveux chéris, qui est une reprise de l'exposition qui avait été montrée il y a 5 ans maintenant au musée du Quai Branly à Paris, et qui est autour de la chevelure, une exposition qui part des collections exotiques du Quai Branly, de pièces très très belles et très très rares, de cheveux qui sont des parures, qui sont des trophées, avec des contrepoints ou des illustrations tirées de musées de Bretagne, des musées des Beaux-Arts de Quimper, de Rennes, de Brest, Saint-Brieuc par exemple. Merci beaucoup Philippe Iffry, merci à tous les deux d'être venus nous parler d'art et de patrimoine d'une si jolie façon. On va maintenant se tourner vers vous. Sébastien, d'ailleurs vous connaissiez vous le domaine de Trévarez? Oui, j'ai habité pas mal d'années à Quimper et avec mes enfants on l'a souvent visité. Et de nuit en plus. C'est encore un autre point de vue. Ah oui, on a un Noël à Trévarez de nuit. Ah oui, qui est magnifique. Enfin, voilà. Donc oui, je connais très très bien. Ouais. Pour vous, c'est une façon d'ouvrir l'art contemporain au plus grand nombre? Oui, au plus grand nombre, de faire découvrir. Et en effet, les visiteurs peut-être qui ne s'y attendent pas découvrent au long du chemin. Justement, vous disiez à l'instant, cet art contemporain incrusté dans la nature, c'est vraiment ce qu'on ressent quand on va là-bas. Ouais, tout à fait. Morgan, vous connaissiez, vous, ce domaine? Non, mais ça me donne envie vraiment d'y aller, de découvrir. C'est très intéressant. C'est un autre domaine que le mien. Et j'ai hâte d'aller vers Quimper pour aller voir ce domaine, vraiment. Bien voilà, 2 visiteurs de plus. Sébastien, on va s'occuper avec vous d'emploi, puisque vous êtes notre expert en recrutement. Alors dites-nous quelles offres vous avez sélectionnées aujourd'hui pour nos téléspectateurs. Je vais vous parler de changement de vie. Voilà. On va aller dans la caricature, mais 40, 45 ans, mon emploi commence à me fatiguer, ou je me pose des questions. C'est pas tant que ça une caricature aujourd'hui, il y a beaucoup de reconversions, énormément. Tout à fait. Et donc, je me pose des questions, et je me dis, tiens, voilà, est-ce que je pourrais pas me mettre à mon compte à un moment donné, faire quelque chose? Donc je vais vous parler de 2 franchises, entre autres, des concepts prêts à l'emploi. C'est ce qui est intéressant justement quand on se pose ce genre de questions, avec une première qui vient de Jean-Luc Martin. Donc Jean-Luc Martin, c'est une personne qui a 30 années justement d'expérience dans le domaine de l'élevage, de l'équipement de l'élevage. Tout ce qui est porc, volaille, lapin, veau. Et donc cette personne-là, bon, accessoirement, il est président des Vieilles Charrues, assez connu pour ça, à Carré. Et il a décidé d'ouvrir sa franchise dans un domaine spécifique qui est l'audit justement d'élevage, puisqu'il faut savoir qu'il n'y a pas forcément de normes et qu'en termes de bâtiments d'élevage, de l'entrée d'air, voilà, la ventilation dans les bâtiments d'élevage est extrêmement important. Et aujourd'hui, on a justement pour le bien-être des animaux, cette ventilation doit être parfaite. Donc il a créé un outil via justement le digital, donc avec sa tablette, aujourd'hui, des auditeurs sont capables d'aller dans les élevages, de faire 150 points de contrôle et de conseiller les éleveurs sur cette méthodologie-là. Donc il a mis ce concept au point, il l'a prouvé, il l'a testé, approuvé, ça marche aujourd'hui. Il y a 3 personnes qui sont déjà dans la franchise et j'ai envie de dire, vous avez envie de découvrir,
vous m'envoyez un contact sur mon mail sebastien.no@meandmyboss.fr et je vous ferai un briefing où je vous mettrai même en relation, non pas pour avoir des places aux Vieilles Charrues, mais... Bon, accessoirement, ça peut être bien aussi. Accessoirement, ça peut être ça. Autre franchise, on va basculer toujours sur la Bretagne, ça s'appelle Cuisine Raison. Donc on bascule dans le monde de la cuisine et j'avais envie de parler de cette enseigne parce qu'elle a un concept assez particulier qui cartonne clairement. Ils sont aujourd'hui une centaine de franchisés, donc beaucoup plus développés. Et c'est Laurent Raison qui a repris l'entreprise familiale de son papa. Et son papa, un jour, s'est délesté quelque part de son magasin en se disant que le meilleur moyen d'aller proposer ou construire une cuisine pour ses clients, c'est d'aller chez eux. Et donc, à partir de là, je le fais court, mais aujourd'hui, un concepteur-vendeur de chez Cuisine Raison, c'est quelqu'un qui vient à domicile, qui va vous questionner sur vos us et coutumes, vos habitudes en termes de cuisine, et sur un ordinateur, va construire votre cuisine en 3D, en direct live, dans votre salon, et après va vous mettre un casque Oculus, vous voyez, 3D, casque 3D, et vous allez vous balader dans votre cuisine. Ça, c'est vraiment et je trouve ça assez phénoménal, parce que du coup, vous vivez votre future cuisine en direct, et puis si vous êtes d'accord, on appuie sur la touche entrée, et tout se met en route, et voilà. Et, ça fait la cuisine aussi ou non? Non, mais je trouvais le concept assez étonnant, parce que du coup, on est chez soi, c'est vraiment du service personnalisé. Et ça permet surtout à des gens qui ont envie de changer de vie à un moment donné, de basculer sur un concept sans magasin, donc sans investissement financier lourd, et pourquoi pas, il faut avoir forcément le sens commercial, la fibre commerciale, le service client. Et croire au projet, bien sûr. Exactement. Donc voilà, donc là encore un deuxième concept, j'en ai plein encore derrière moi, donc n'hésitez pas si vous avez envie de changer de vie ou chercher un nouveau concept, vous dites tiens, j'aimerais bien me mettre à mon compte, à m'envoyer ça sur mon mail sebastien.no@meandmyboss.fr. Combien ça coûte de devenir franchisé? Alors, c'est ce qu'on appelle les tickets d'entrée, on achète un concept clé en main, donc ça peut commencer à 10 000 €, 15 000 €, donc souvent suivi par un emprunt bancaire. C'est toujours pareil, c'est un choix, on devient entrepreneur. Ou on ne le fait pas. Donc dès l'instant où on veut devenir entrepreneur, c'est un calcul à faire. Il faut au minimum entre 6 mois, 1 an de réserve financière pour se dire je me projette. Donc c'est une réflexion qu'il faut mûrir. On ne s'improvise pas du jour au lendemain, on ne va pas sur ce chemin-là du jour au lendemain. Mais sincèrement, ceux qu'on peut voir qu'ils le font, le grand plus, c'est ces fameux concepts qui sont pensés pour faire votre réussite. Donc normalement, si vous suivez le manuel, de A à Z. Normalement, ça doit marcher. C'est le but de ces franchises-là. Merci beaucoup, Sébastien, pour ces 2 belles propositions d'emploi. Merci infiniment. On va retrouver l'ami Billy. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, avec joie. Alors, plaquage ou pas plaquage? Bonjour Billy. Ça va, toujours en vie? Donc Laurence, là on est de retour sur le stade de rugby. Donc je peux faire un petit peu de pizza, ça s'appelle. Si je me suis blessé tout à l'heure. Et là maintenant on va faire ce qu'on appelle une touche, c'est ça? C'est ça même. Allez, alors, viens. Je vais monter, ça va faire Space Mountain à 20 mètres de haut, on m'a dit. Alors explique-nous. Bonjour jeune homme. Bonjour. Tu vas juste te mettre là, ils vont se mettre entre toi, et au moment où ils vont te toucher, tu sautes. Okay, d'accord? Ça marche. Au moment où ils vont me toucher, je saute. On fait 1, 2, 3 ou pas? Ouais, non, 1, 2, 3, tu dis saut, et au moment où tu dis saut, tu sautes. Hyper contracté. Pour le moment, ouais. Les bras aussi? Au moment où tu dis saut, tu sautes. Il a rien dit. Saut! Oh! Allez, on descend. Alors, c'est pas trop mal. J'avais pas vu quel ballon qu'elle arrivait en face. J'en avais pas prévu sur le bazar. Donc maintenant, je sais que le ballon va arriver de là. Le ballon va arriver. Ça marche. Juste une chose, quand tu sautes, il faut pas que tes pieds ils aillent vers derrière. Ah, sinon, je te filais des coups, j'ai senti. Donc il faut que tu arrives à monter droit vraiment. Ok. Ok, c'est vu? On réessaye? Allez, go. Et là, il faut que je regarde où il est le ballon. La même chose. Tu fais la même chose, mais par contre, tu restes bien droit. Ok, je reste bien droit. Allez. Saut! Voilà, c'est beaucoup mieux. Allez, on descend. On va faire une dernière. Moi, je vais lifter Noé aussi devant. On va faire une dernière, sauf que là, tu vas bien chercher le ballon. D'accord? Et tu essayes vraiment de le capter en même temps. Ok. Et c'est pas mal déjà la deuxième par rapport à la première. Saut! Oh, pardon. Bon, alors, je pense que je ne serai pas joueur de rugby officiel. Pardon pour les coups de pied derrière. Alors merci les gars, on a passé une super matinée. Donc Arnaud, parle-nous un petit peu, si on veut faire du rugby aujourd'hui, comment on fait? Alors, aujourd'hui sur le département, il y a plusieurs clubs de rugby. Donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir plein de clubs, que ce soit au nord du département ou au sud du département.
Saint-Malo à Bain-de-Bretagne, voire même Redon. Et après, sur la métropole rennaise, il y en a aussi plusieurs. Donc c'est ça on va voir sur Facebook, on va sur Internet et puis on tape rugby et puis avec la ville et puis on trouvera des informations. Ok. Bon bah voilà, allez le rec. Merci beaucoup. Salut les filles, je vous dis à très bientôt. Et le rugby, bah, c'est une passion. Hein. Franchement là, j'ai passé une super matinée. Je suis crevé, bouilli, mais on va aller à la douche. Allez, à bientôt, ciao. Ouais, vous avez l'air content, en tout cas, Billy. Hein, voilà, ça a l'air de vous plaire. Je pense que c'est validé. Il va falloir qu'on trouve des défis un peu plus corsés là, pour vous la prochaine fois. Merci beaucoup. Allez, en tout cas, à demain. On se retrouvera demain. Morgan, vous aviez envie de le recruter, la limite. Oui, encore un défi supplémentaire. Ouais. Je l'invite à venir au challenge pour l'initier à l'escrime. Voilà, j'aimerais bien lui mettre une épée à la main. Ah, voilà une belle idée. On va lui transmettre. Je suis sûre que ça va lui plaire. Je suis certaine. Sébastien, vous y connaissez pas mal en rugby. Alors, je suis vous pensez quoi de cette prestation? Voilà, alors bien Billy, parce que je suis un passionné de rugby et ce que je voudrais juste dire, c'est que le rugby, c'est pas que des plaquages. On a tendance à stigmatiser le rugby sur la violence des coups, alors qu'aujourd'hui, il y a du rugby, par exemple, à 5, uniquement au toucher, qui se développe à une vitesse grandissante. Et je vois que Billy a pu tester aujourd'hui. Voilà, il a testé, c'est extrêmement technique. C'est un jeu, il faut de la motricité, il faut de la musculation, il faut de l'intelligence de jeu, il faut de la stratégie. Et c'est surtout du collectif. Donc non, franchement, Billy, là, il m'a épaté. Et puis il faut un bel esprit. Et ça, c'est le cas de Billy, il n'y a pas de doute. Mais exactement. ça vous confirmez, vous aussi. Exactement. On peut commencer à partir de quel âge le rugby? Alors ça commence à 5 ans. Donc vous avez des écoles de rugby en effet qui se structurent. Il faut savoir que le REC est monté en Fédéral 1, donc c'est la 3e division si on compare ça au foot. Le REC, hein, c'est le club de Cesson. Voilà, de Rennes. Rennes Étudiant Club. Ouais. Autour de ce club est structuré d'autres clubs. On a l'Heureux qui est en Fédéral 2, donc un niveau aussi assez impressionnant. On a Bru, on a énormément de clubs, Melès, et je ne vais pas tous les citer. Mais des écoles de rugby, le rugby en Bretagne, on a par exemple les moins de 15 ans ce week-end qui ont fini 5e du championnat de France. Donc ça veut dire qu'en Bretagne, il y a du rugby. Dans le sud-ouest, ils sont assez étonnés de savoir qu'on a le rugby breton. Qu'on a du rugby breton. Comme quoi. Et comme quoi, voilà. Et on est présent à tous les niveaux. Et on a même en moins de 20 ans un capitaine breton qui vient de faire sa première là, ce week-end. Donc ça veut dire que la Bretagne, on va en entendre parler de plus en plus, quoi. Et ben voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci infiniment Philippe et Eva. Donc on rappelle cette très belle exposition Eva Jospin au domaine de Trévarez dans le Finistère. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain mardi 9h50 autour de la comédienne Charlotte Valandré qui sort un nouveau roman poignant. Et puis de l'acteur Bruno Podalides dont le film Bécassine fait beaucoup de bruit. On en parlera avec lui. Sachez d'ailleurs que France 3 Bretagne rediffusera ce soir, après le soir 3, l'excellent film de Thierry Compin. Nous ne sommes pas des bécassines. Allez, bonne journée à tous et à demain.